Bien, merci beaucoup. Donc, nous allons attaquer la troisième partie sur la partie cloud computing. Donc, j'appelle Monsieur Bruno Pina, Monsieur Jacob Hartung et Gilles Gravier, que j'ai du mal à appeler Monsieur, à venir me rejoindre. Tu m'appelais comment? Gilles, je sais pas. Je peux t'appeler Monsieur Gilles Gravier. C'est un peu compliqué quand même. Bien. Donc, cette partie. Donc, asseyez-vous. On va donc attaquer la partie cloud computing. Quelques remarques quand même par rapport à la table ronde de tout à l'heure. Je pense que Google n'est certainement pas le méchant loup qu'on suppose. Par exemple, je ne sais pas quel est le fournisseur d'accès qui aujourd'hui garantit une confidentialité des mails, pas plus Google que d'autres. Est-ce que quand vous envoyez un mail ou votre mailbox, vous avez de la part de votre fournisseur d'accès une exigence en termes d'encryptage? A priori non, et bien peu le font. Et surtout, il y a de la part des opérateurs concernant votre messagerie vocale, aucune protection non plus. Et le point Wave qui se trouve conservé chez votre opérateur est lisible par n'importe quel employé, sans avoir d'ailleurs de mot de passe-route comme un vulgaire message. Et il me semble que les messageries vocales font partie de la vie privée au même titre que le reste. Donc, c'est-à-dire que cette notion de paranoïa sur la vie privée, elle me semble légitime, mais malheureusement, elle est déjà très largement violée par ailleurs. Par rapport à votre question également, il me semble qu'un pays comme le Brésil donne tout à fait l'exemple comme étant un pays qui, en favorisant dans les appels d'offres au niveau gouvernemental l'open source, a été capable de créer à la fois un écosystème, une dynamique, voire d'ailleurs au niveau régional également un exemple qu'on trouve dupliqué par exemple au Pérou. Et également pour finir sur la France, nous ne sommes pas si en retard que ça. D'ailleurs, la personne nouvelle l'a rappelé ce matin, Monsieur Dragoun, c'est bonne mémoire. Et la gendarmerie nationale, eh bien, à la fois gère sa sécurité, fait d'open source, fait de l'open office, met de Linux sur le poste de travail et contribue également, y compris au niveau sur la partie sécurité, à un grand nombre de projets open source. Donc, on peut dire que la France là-dessus n'est pas en retard, bien loin de là. Donc, tout ça nous amène à la partie cloud computing, dont il était très largement question ce matin. On ne va pas évidemment reposer une nouvelle fois la question de savoir qu'est-ce que le cloud computing. Et avant justement d'entamer les trois questions que je poserai à mes orateurs, je vais leur passer la parole afin qu'ils puissent se présenter. Et eh bien, je vais commencer en tout bien tout cas. Bien alors, Jacob, donc avec le micro, un micro ça va aller mieux. Il marche pas. Oui, non, marche pas. C'est mieux? Merci. Donc, Jacob Hartung, directeur de la stratégie commerciale de Microsoft en France. Et à ce titre, je m'occupe du positionnement marché, principalement cross-produits et sur les évolutions de produits, notamment les grandes évolutions telles que le cloud dont on parlera maintenant. Je suis aussi responsable d'engagement compétitif, un sujet spécifique. Et puis, j'ai dans mes équipes la stratégie et les activités, interopérabilité et open source que fait Microsoft en France. Nous en faisons de plus en plus. Je pense qu'un certain nombre d'entre vous ont entendu parler ces derniers jours et ces derniers mois. Parfait, merci beaucoup. Bruno ? Bonjour, je suis Bruno Pina, je suis directeur du marketing de Bull. J'ai donc la responsabilité essentiellement de la stratégie du groupe, des nouvelles initiatives, de l'approche de nouveaux marchés, du développement de nouvelles offres, également dans mes responsabilités, j'ai la gestion des partenariats stratégiques de la société. Merci. Et Monsieur Gilles Gravier. Bonjour, je suis donc Monsieur pour aujourd'hui. Gilles Gravier, donc de Sun Microsystems. Je suis basé en Suisse, donc pas très loin, et on parle français aussi là-bas. J'ai un rôle global en fait d'architecte de solutions pour les marchés gouvernementaux. Ça veut dire beaucoup de choses, mais ça veut dire surtout que je suis impliqué dans pas mal de choses qui touchent à l'open source, les standards ouverts, à la sécurité, et puis de nos jours, comme c'est le mot d'ordre dans à peu près tous les gouvernements, le cloud computing. Et avant de faire ça, j'avais un titre encore plus ronflant et super fun d'ambassadeur open source pour la zone Europe, Afrique et Moyen-Orient chez Sun toujours. Donc voilà, c'est ce titre, l'ensemble de ces titres-là que je suis ici aussi. Merci Gilles. Bon, le que moi j'ai passé 20 ans chez Sun Microsystems et je ne sais pas Gilles, si tu te souviens du moment où il y a eu chez Sun cette volonté d'aller pousser vers le home working, d'une manière dont j'en ai beaucoup profité, et il me serait personnellement extrêmement difficile de retourner travailler dans une société qui m'obligerait à me rendre au bureau tous les jours. Là-dessus, Sun, comme l'a souligné Patrick,
a été un pionnier, et je dois reconnaître que c'est un avantage personnel et social tellement considérable que de pouvoir travailler chez soi, qui me semble être un modèle qui, à mon avis, a un grand avenir. Donc, concernant le cloud computing, 3 questions avant de démarrer notre débat. Et la première question tourne autour de chiffres que j'ai trouvés pour préparer cette table ronde. Il semblerait qu'Amazon, donc autour de son service EC2, serve par jour à peu près 50 000 VM, donc une VM à la Amazon, donc la capacité à pouvoir exécuter un service EC2, soit à peu près 18 millions de VM par an. Alors j'étais assez surpris, je m'attendais à un chiffre beaucoup plus considérable, et je serais intéressé d'ailleurs de savoir si ces chiffres-là peuvent être recoupés avec éventuellement d'autres chiffres que vous avez. Mais ma question va plutôt dans un autre sens, c'est si on donnait une tendance, si on dit bon aujourd'hui Amazon sert donc 50 000 VM par jour, si on multiplie ce chiffre par 10, à quel horizon on se trouve? On se trouve en 2012, en 2015, en 2020, on se trouve après-demain. Quel est aujourd'hui le facteur d'accélération de cette capacité à pouvoir servir plusieurs centaines de milliers de VM pour une architecture comme EC2 chez Amazon? Vous avez pas reçu mon email? Donc, je vais commencer. D'abord, je peux pas confirmer le chiffre. Je dois avouer que on ne connaît pas la source. Mais on peut avoir une idée du nombre de VM que Azure sert par jour? Ben justement, c'était un des sujets sur lequel je voulais aller, c'est que la notion de VM n'est pas nécessairement la bonne. Ah. C'est une manière de faire, c'est une certaine vision du cloud, une vision du cloud en termes d'infrastructure, qui sert des VM et qui met à disposition des VM. On voit de plus en plus, et c'est le cas d'Azure, on est sur un mode de plateforme en tant que service, dans laquelle on met à disposition de la ressource. Cette ressource n'étant pas nécessairement isolée en tant que VM. On n'est pas les seuls à le faire, il n'y a pas que Microsoft dans ce genre de modèle, il y en a beaucoup d'autres. Il a cette notion de monter dans le niveau d'abstraction, de mettre à disposition de la capacité, que ce soit de traitement, de stockage, etc., nous semble être plutôt la tendance, la notion de VM étant plus ou moins classique. Ensuite, pour revenir à la question, à quelle vitesse ça va aller? D'accord. Si c'est juste Amazon, j'espère que ça va pas aller trop vite, parce qu'ils ont le leader aujourd'hui, on espère quand même qu'ils ne vont pas rester leader tout seuls. Donc, j'aurais du mal à répondre à la question de cette manière-là. Mais globalement, est-ce qu'on va multiplier par 10 la capacité traitée, mise à disposition dans le cloud d'ici à 2012? Je pense clairement que oui. Non pas que l'ensemble de l'informatique va basculer dans un modèle cloud, mais que le modèle cloud va enrichir les modèles existants, servir des choses en complément de ce qui tourne aujourd'hui dans les entreprises, chez les postes, sur les gens, et donc globalement apporter de plus en plus de richesse, de fonctionnalités à ce qui existe aujourd'hui, et ça c'est quelque chose qui, à notre sens, va aller très vite. Donc 2012 me paraît une 2012 pour un x10, bon, ce qui effectivement doit être relativement récente. Petite parenthèse, d'autres chiffres associés à Amazon, il y a paraît-il 40 milliards d'objets gérés dans le service S3. Qu'est-ce qu'un objet? L'article ne le disait pas, mais il y en a 40 milliards. Donc l'AVM n'est pas la seule métrique utilisée dans le cadre de cet article. Je pense que le nombre d'objets gérés dans les bases de données de Google est largement au-dessus de ça. Je leur dirai. Je serais assez d'accord avec Jacob sur le fait que l'unité d'œuvre n'est pas forcément la machine virtuelle. Ce qui nous intéresse, c'est effectivement des transactions ou des travaux réalisés sur une plateforme. Donc évidemment, la machine virtuelle, ça peut être une façon d'indiquer une charge de travail, mais pour un utilisateur, c'est pas forcément une fin en soi d'avoir des machines virtuelles. L'objectif, c'est bien d'avoir des traitements, et ils peuvent être de différentes natures et de différentes tailles à l'intérieur d'une machine virtuelle. Donc c'est pour ça notamment que le Green Grid, auquel on participe comme pas mal d'autres entreprises, travaille énormément aujourd'hui à essayer de définir les unités d'œuvre de façon à mieux refléter la productivité d'une infrastructure. Maintenant, en termes de chiffres, s'il faut faire un peu de prospective, je serais assez d'accord avec Jacob pour dire que c'est probablement l'horizon 2012 qui est le plus vraisemblable. Maintenant, je voudrais juste mettre un petit bémol qui est que on voit évidemment le cloud se développer, et évidemment sur un plan technologique, on trouve ça très bien parce qu'on y trouve beaucoup de vertus et beaucoup d'éléments intéressants. Maintenant, il faut bien retenir que, à notre avis, ce qui va faire le développement du cloud et la vitesse de développement de cette infrastructure, c'est pas tellement la technologie. La technologie a des niveaux différents de maturité. Il y a des choses qui sont très mûres, d'autres qui demandent encore un petit peu à se développer. Mais le fond du problème, c'est bien le business model. C'est-à-dire, en fait, quelle sera la capacité des grands offreurs de cloud ou des petits offreurs de cloud, et quelle sera la typologie du marché, quelle sera l'étendue des services qui sont offerts par ces différents acteurs, et quelles sont leurs capacités à opérer un service profitable.
Et il y a un certain nombre de choses qu'on sait sur le cloud. On sait à peu près, enfin on devine, on suppute que il y a tant de millions d'ordinateurs chez Google. On pense qu'effectivement il y a tant de VM chez Amazon. Maintenant, en termes de profitabilité intrinsèque de ces infrastructures, quelle est-elle aujourd'hui? Et donc, qu'est-ce que pourront faire ces grands acteurs pour se développer dans le futur? Je crois que c'est une question qui reste encore posée et qui sera la première qui permettra de dire oui, ce sera 10 fois ce qu'on voit aujourd'hui en 2012 ou ce sera plus tard. Merci. Donc 2012, bon, une date également récente. Gilles? Moi, je suis toujours mal à l'aise avec les prévisions parce que quand je suis rentré chez Sun en 94, fin 94, on m'a montré un truc, on m'a dit tu vas voir, c'est super génial, ça va être vachement intéressant. J'ai regardé, j'ai dit c'est nul, ça servira à rien, des pages web qui bougent. Et puis ça s'appelait Java, et donc je me suis un peu planté sur mes prévisions. Donc je prédirai pas sur le chiffre. Par contre, je vais regarder un petit peu en arrière. Avant qu'on parle de cloud computing, on avait des choses, et si on parle de non pas de VM, mais de process ou de traitement qui s'instancient, ça fait bien longtemps qu'on le fait. Et quand on regarde des projets comme City at Home, c'est des centaines de milliers de process qui démarrent tous les jours quand les gens ont leur machine qui passe en screensaver. Donc on a déjà des clouds depuis des années. Ça veut bien faire une bonne décennie que City at Home fonctionne. On a des clouds depuis des années qui instancient des process en centaines de milliers par jour. Donc moi, quand on me dit Amazon EC2 va faire plus de 50 000 par jour aujourd'hui et x10 dans X années, j'ai aucun doute que le X années il est sans doute plus court que ce qu'on nous annonce, parce que la demande, le besoin de pouvoir démarrer un process pour faire un test, l'arrêter instantanément parce qu'on s'est rendu compte que ça marchait pas, le redémarrer 30 secondes après avec une nouvelle version, on se rend compte que ça marche toujours pas, que ça a craché la VM, on arrête tout, on efface, on recommence. C'est quelque chose que je vois faire au quotidien par les développeurs chez Sun. Et puis c'est quelque chose que je vois faire au quotidien maintenant dans les gouvernements qui utilisent des VM non pas là pour tester un truc qui va pas marcher pendant les 10 premiers tests, mais plutôt pour faire de la scalabilité de services publics. On a vu des énormes projets au Japon de cloud pour le gouvernement, et le fait d'instancier des VM, c'est pas tant pour aider les développeurs, mais c'est parce que quand tout d'un coup ils ont tout le monde qui fait sa déclaration d'impôt, ils font scaler les process sur le cloud qu'ils sont en train de mettre en œuvre, en montant à toute vitesse un nombre de VM incalculable. Et là, c'est pas 50 000 sur une journée, hein. C'est la population du Japon qui s'y colle tous ensemble. Donc si j'attends la Chine. Donc si je comprends bien, 500 000 VM ne font pas peur à Oracle. 500 000. D'abord, j'ai pas le droit de répondre à ce genre de questions-là, mais en tout cas, font pas peur à Sun. C'est une plaisanterie. Bien. Alors, je n'étais pas là ce matin, malheureusement, toute la matinée, et ma deuxième question va tourner autour de cette problématique-là. Je ne sais pas s'il a été grandement question de Green IT, éventuellement. Je ne sais pas si la salle peut m'aider. Est-ce que le problème a été soulevé ou réellement évoqué? Non. Et justement, donc, ma question tourne autour de cette problématique-là. Je sais que la crise a rendu un peu moins pressante cette idée d'aller économiser de l'énergie. Il y a eu d'autres priorités par rapport à la pression économique, à la crise qu'on a traversée. L'énergie a également baissé, donc la pression a baissé d'autant. La question que je pose, c'est finalement le cloud computing, n'est-ce pas le retour du mainframe en quelque sorte, hein? Est-ce qu'on n'est pas en train de reconstruire de manière distribuée avec une façade Internet qui le rend un peu plus, on va dire, acceptable, ce que était peint en bleu il y a de cela quelques années dans les salles de machines des grandes entreprises? Donc est-ce que c'est pas ce retour-là, cette dimension un peu monolithique d'un immense monstre qui fait tout? Et surtout, par rapport au green computing, est-ce que le cloud computing est, lui, synonyme de mutualisation, de capacité à mieux faire, à mieux gérer son énergie, à faire en sorte que les ressources, parce qu'elles sont mutualisées, soient mieux utilisées dans des salles blanches qui sont refroidies avec plus d'efficacité, hein? Est-ce que ce mainframe, si jamais c'est le cas de l'orientation globale du cloud, est un mainframe vert ou définitivement, dire, bleu? Non, Bruno, allez-y. J'y vais. Bon, déjà, nous, chez Bull, si le mainframe devient la plateforme du cloud, on est plutôt d'accord, hein, parce que c'est quelque chose qui nous intéresse toujours beaucoup, d'autant plus que nos propres mainframes aujourd'hui sont déjà hébergés sur les plateformes cloud, puisque c'est essentiellement des machines à base x86. Maintenant, par rapport à la question, je crois qu'effectivement, le cloud peut être le garant d'une meilleure efficacité énergétique. Je crois qu'il y a essentiellement deux facteurs qui entrent en ligne de compte. Le premier qui est évident, c'est la mutualisation. Je crois qu'il n'y a pas de cloud sans mutualisation. Et il est évident qu'un des facteurs d'efficacité énergétique, c'est pas le seul, mais c'est quand même peut-être celui qui est le plus appréhendable
par les grandes entreprises aujourd'hui, c'est bien celui de la mutualisation et le fait de, entre guillemets, remplir de façon aussi efficace les ordinateurs de façon à ce que la consommation électrique qu'ils génèrent soit pleinement inscrite dans l'efficacité informatique. Tout le monde sait, hein, bien évidemment, qu'un ordinateur qui tourne à 0% de charge consomme à peu près 60% de sa capacité électrique, et donc ça, évidemment, c'est un facteur d'inefficacité majeur. Donc c'est sûr que la mutualisation, au travers de quelque outil de mutualisation que ce soit, au premier rang desquels la virtualisation, c'est quelque chose d'assez fondamental. Donc le cloud, en l'occurrence, permet effectivement d'atteindre une meilleure efficacité. L'autre élément, c'est que quand on dit cloud, on parle quand même d'infrastructures mutualisées à assez grande échelle. Alors, pas toujours, hein, on n'est pas forcément à rechercher systématiquement à créer de grands data centers de 300 000 mètres carrés ou de 30 000 mètres carrés. Enfin, chez Bull, c'est pas forcément ça qu'on recherche. Mais néanmoins, il y a quand même également une deuxième approche qui est assez fondamentale, qui est qu'à partir du moment où on part dans cette perspective-là, c'est probablement au travers d'une infrastructure qu'on a profondément redéfini, voire qu'on a créé à partir de zéro. Donc là, évidemment, on est beaucoup plus à même de créer une infrastructure qui va être extrêmement efficace, hein, donc avec des systèmes de refroidissement optimisés. On va donc pouvoir viser un PUE, qui est le ratio d'efficacité de data center relativement bas, ce qui veut dire qu'on a une électricité qui rentre dans le centre informatique, et puis la plus grande partie de cette électricité est effectivement utilisée par les ordinateurs. Donc c'est sûr qu'à partir du moment où on peut repartir d'une feuille relativement blanche en matière d'infrastructure, c'est sûr qu'on va avoir une efficacité beaucoup plus importante en matière énergétique. Maintenant, ce que je voudrais quand même dire, c'est que ce qui est possible au travers du cloud, c'est également possible pour n'importe quelle entreprise au titre de son informatique interne, hein, et que les mécanismes dont je parle peuvent être également instanciés par l'informatique interne de n'importe quelle grande ou moyenne entreprise. Et donc, a priori, les objectifs du Green IT sont appréhendables à peu près par tout le monde. C'est sûr que dans le cloud, c'est plus systématique. Merci. Donc, tout à fait d'accord sur ce sujet. Effectivement, le développement, enfin ce qu'on appelle maintenant le private cloud, et justement aussi cette intégration dans l'entreprise des différentes optimisations qui ont peut-être été plus expérimentées d'abord dans les clouds. Il y a un certain nombre de choses quand même qu'on arrive à faire dans les clouds publics de niveau Internet qui sont difficiles à faire. La localisation des data centers près des sources d'énergie et d'électricité est difficile à faire par ailleurs. Et c'est vrai aussi qu'on voit que le niveau d'investissement et d'optimisation holistique qu'on peut faire dans des très très grandes data centers sont difficiles à réaliser sur des petites installations, des installations de moins grande taille. En revanche, on gagne un certain nombre de choses en termes de proximité des services, en termes de diminution des infrastructures réseau. C'est vrai que c'est un sujet dont on parle réellement au niveau du cloud, qui est quelle est la consommation électrique de l'ensemble des réseaux nécessaires pour y arriver. Finalement, on ne mesure pas, parce que c'est difficile à mesurer, mais c'est un facteur important. Enfin, quand même, le cloud, est-ce qu'il y a moins d'intérêt sur le green avec la crise? Pas nécessairement, dans la mesure où la réduction énergétique est un facteur d'économie. Diminuer la consommation énergétique d'un data center de 50% est une bonne économie à faire en temps de crise. Optimiser par divers mécanismes l'automatisation, la gestion des infrastructures est une bonne économie à faire en temps de crise. Microsoft vient d'annoncer dans les dernières semaines 2 nouveaux data centers, un à Dublin, l'autre à Chicago. Le dernier de Chicago qui fonctionne sur des mécanismes totalement automatisés, c'est des mécanismes de containers, de serveurs. On arrive à des optimisations à la fois économiques et énergétiques qui sont significatives. Donc c'est intéressant et en plus c'est environnemental. Donc je pense que dans cette dimension-là, le cloud va plutôt aller dans le bon sens. Il y a un projet qui s'appelle The Green Grid que je vous invite à aller regarder. Vous cherchez Green Grid dans Google, par exemple. Et moteur de recherche favori. Ouais, voilà, dans votre moteur, d'accord. Donc Europage. Et puis comme ça, je vais pas faire des. Dans Bing. Oui, bon. Et puis donc ça, c'est la première chose. C'est des gens qui s'occupent que de ça. Ils s'occupent d'abord de trouver des métriques pour mesurer la consommation et l'efficacité énergétique. Et puis ensuite de regarder qu'est-ce qui va bien comme type d'optimisation pour arranger ça. Du côté de Sun, on a fait un truc assez intéressant. On utilise pour héberger notre cloud qu'on est en train de développer le data center SuperNet qui est dans le Nevada. Et pourquoi il est dans le Nevada? Parce que d'abord dans le Nevada il fait sec, donc il n'y a pas besoin de gérer de façon trop complexe l'humidité des salles. Pas besoin de mettre des déshumidificateurs et des choses comme ça. Et en plus la température moyenne est de 20 degrés. C'est quand même génial.
ça fait des économies d'énergie monstrueuses quand il s'agit de refroidir le data center pour l'amener à 20 degrés. Donc voilà, donc on a l'avantage quand on fait du cloud de pouvoir prendre son data center et de le mettre quelque part, ou même différemment, de choisir d'utiliser un data center qui se trouve quelque part pour des raisons green, par exemple. Je vais prendre celui qui est basé dans le désert du Nevada parce que je sais qu'il est plus efficace énergiquement, donc c'est bien pour la planète, et sans doute ça me coûtera un peu moins cher parce qu'on va me facturer à moi, l'utilisateur des ressources, l'ensemble des charges au fonctionnement du data center. Donc ça, c'est la première chose. Après, je voudrais juste raconter une anecdote qui nous est arrivée avec un client en parlant de meilleure optimisation des ressources de l'entreprise. Cette fois-ci, donc dans le bâtiment même, on a un client, une administration en Suisse qui a créé un bâtiment ultra moderne, extrêmement bien conçu, qui calcule les dépenses énergétiques, qui prend en compte la dissipation thermique de tous les PC qui sont partout dans les bureaux, pour justement se dire, voilà, maintenant qu'on sait combien dépense chaque poste de travail, on peut réduire d'autant l'infrastructure de chauffage pour le bâtiment. Ça, c'est super, ça marchait bien. Donc, ils avaient un bâtiment très économique en matière de chauffage. Puis, ils sont venus nous voir chez Sun, ils ont dit, on voudrait faire encore plus d'économies, vous avez des thin clients, je propose qu'on les mette partout. Donc, on a remplacé tous leurs PC par des thin clients qui consomment 10 watts. Et là, ils ont un problème, il fait froid dans le bâtiment, parce qu'il n'y a plus de chauffage. Donc oui, c'est vrai, on peut faire des calculs comme ça pour optimiser son bâtiment. Il faut faire quand même, il faut prendre tout en compte. Voilà, la globalité avant de se lancer dans des opérations de ce type-là. Voilà. Une petite remarque quand même, j'entends bien que le cloud est a priori synonyme d'économie d'énergie, en tout cas de meilleure utilisation, notamment en ce qui concerne la ressource énergétique des ressources. Par exemple, dans le cadre de la production d'électricité, c'est exactement l'inverse qu'on est en train de faire, puisqu'on s'aperçoit que produire dans des grosses centrales nucléaires, avec le coût du transport et la perte énergétique due au transport, on a plutôt intérêt aujourd'hui à construire de microcentrales, donc de les disperser. Donc on voit que finalement cette problématique-là, on est en train de le faire pour l'informatique et de le défaire dans le cadre de l'énergie. Donc c'est intéressant de voir qu'à chaque époque, sa propre réalité industrielle ou économique. Dernière question. Est-ce que dans le cadre du cloud computing, on pourrait envisager de pouvoir répondre de manière positive à la grande question qui se pose à l'Europe depuis de nombreuses années, à savoir son indépendance. Donc là, c'est presque une indépendance énergétique, on va dire plutôt une indépendance en termes de ressources de calcul et de s'appropriation de ses propres moyens. Le cloud computing est justement la capacité à pouvoir offrir des services d'architecture, donc d'architecture sur lequel, a priori, la transparence joue, où le rôle du constructeur ou du fournisseur en tant que tel des infrastructures joue moins que la capacité à servir un service de qualité et une haute disponibilité. Est-ce que là-dessus, il n'y a pas une opportunité pour l'Europe, justement, de construire des grands data centers, de fournir du cloud de qualité et de reprendre la main sur ce qui aujourd'hui reste quand même, en termes de leadership, une avancée largement outre-Atlantique et américaine. Je prends la main. Bueno, vous l'avez. Donc, globalement, je crois qu'il faut bien comprendre ce qui est sous-tendu par l'économie du cloud. Alors la réponse à la question est oui, bien évidemment, il y a une opportunité, mais il faut comprendre dans quel contexte on peut la jouer. Je crois que le cloud est en train de nous démontrer quelque chose d'assez important, qui est qu'on va vivre finalement une transition dans l'informatique. Alors à quelle échelle? C'est ma remarque initiale, on ne sait pas exactement jusqu'à quel niveau le balancier va passer d'un sens à l'autre, mais on voit qu'effectivement, avec le cloud, on peut mettre en œuvre des traitements informatiques de façon totalement décorrélée de l'endroit d'où ils ont été instanciés. Donc j'ai des zones de travail et puis ensuite j'ai un traitement qui peut s'effectuer à l'autre bout du monde sans problème. Donc on se retrouve avec une énorme volatilité des traitements. Et si je fais le parallèle avec la mondialisation, c'est une certaine forme de mondialisation telle que celle qu'on a pu connaître par exemple dans les réseaux financiers, où finalement on a vu apparaître des places de marché, Londres, New York, Paris, etc., où finalement par la qualité des services et par la qualité globale de la plateforme, on a vu des flux financiers en fait changer de place très très rapidement au titre de la mondialisation. Donc ce qui est en jeu pour l'économie européenne, c'est une nouvelle étape de la mondialisation qui est la mondialisation de l'informatique. Donc à ce titre-là, je crois que globalement, on parlait tout à l'heure dans la table ronde précédente, il y a eu effectivement des questions sur le rôle des communautés et puis sur le rôle de la puissance publique. On est effectivement dans un jeu où, au niveau de la compétitivité européenne,
Si on laisse les choses ne pas se faire, on peut effectivement voir à terme des traitements qui aujourd'hui sont hébergés en Europe, hein, donc avec des employés européens et avec des financements européens, se retrouver finalement délocalisés, hein, tout à fait ailleurs sur la planète. Donc c'est une vraie question. Maintenant, le bon côté des choses, c'est que il y a en Europe quand même beaucoup de sociétés de haute technologie, une grande société de services informatiques, il y a de grands éditeurs de logiciels, donc il y a également toutes les compétences pour créer des centres informatiques européens. Donc, nous, chez Bull, on est très impliqués, notamment dans le calcul de simulation, donc c'est des choses qu'on appelle de nos voeux. D'ailleurs, on est tellement impliqués dans le calcul de simulation qu'on voit souvent des clients nous dire vous savez, ce serait finalement très bien si vous pouviez nous mettre à disposition une puissance de calcul à la demande. Donc cette idée du cloud, on la supporte, hein, on la souhaite aussi, et notamment dans le calcul de simulation, c'est quelque chose qu'on va faire. Maintenant, nous, ce qu'on pense, c'est que il y a une équation globale, économique, qui va se jouer dans les 5 années qui viennent. Et toute la question, c'est est-ce qu'il y aura des initiatives économiques et des investissements qui, à mon avis, doivent être publics et privés, pour permettre justement l'émergence de ces grandes centrales. Je vais juste dire une chose sur l'économie du cloud pour l'instant, c'est qu'on parle beaucoup des grands acteurs. Alors, il y en a d'autres, mais enfin on revient toujours un peu au même. Hein. On reparle d'Amazon et on reparle de Google et on reparle de Microsoft. Je voudrais juste dire une chose, c'est que sans faire injure à Microsoft, hein, que ces 3 acteurs-là sont en train de créer des infrastructures sur des business models un petit peu biaisés, dans la mesure où en fait c'est parce qu'ils ont un autre business qu'ils ont créé leurs infrastructures de cloud. Très simple, hein. Google c'est la publicité, Amazon c'est la distribution, puis Microsoft c'est l'édition de logiciels et la distribution de logiciels. Donc quand vous regardez les clouds de ces 3 entreprises-là, ils ont été motivés sur ce business model. Donc maintenant la question c'est, est-ce qu'on sait en Europe créer une initiative, encore une fois, hein, je crois que c'est un partenariat public-privé, qui va permettre de mettre en place ces grandes infrastructures avec un business model qui tiendra la route. Nous, on espère que oui, on est prêt à jouer le coup. Moi, je pense aussi qu'il y a une opportunité à saisir en Europe, mais en fait, je dirais même mieux, il y a une opportunité qu'on doit saisir. C'est même une obligation parce que aujourd'hui, quand on regarde les grands clouds, ils sont hébergés aux États-Unis, et aux États-Unis, il y a 2 mots, Patriot Act, qui font que l'administration américaine peut décider de regarder les données qui sont sur des systèmes hébergés aux États-Unis ou dans une société américaine qui sont hébergées ailleurs, hein, puisque ça va assez loin. Et quand on a des problèmes de respect de la sphère privée, et c'est le cas en Europe en particulier, où on est assez paranoïaque, pas paranoïaque, conscient des aspects de sécurité et de privacy. Donc on a ce problème-là. On a ce problème de quand on va confier ces données à un cloud, est-ce qu'elles vont être un endroit où on va pouvoir faire confiance de façon absolue, ou est-ce qu'on sait qu'il y a une limite imposée? Patriot Act, c'est une limite imposée, même si l'hébergeur du cloud dit je garantis la sécurité des données et leur protection ultime. Le terme de ultime s'arrête aux 2 mots Patriot Act, parce que ça préempte tout, même tous les SLA qu'on peut imaginer. Voilà. Donc il y aura un besoin. Et on le voit déjà, je vois moi des projets de cloud privés en Europe pour des universités qui sont liées au monde de la défense et qui disent il est hors de question qu'on héberge nos comptes sur du Google Apps parce que on travaille sur des projets avec les ministères et donc des projets sensibles et donc on peut pas se permettre d'avoir des données qui sont soumises au Patriot Act et potentiellement qui vont sortir sur les bureaux d'études aux États-Unis. Donc il y a une opportunité qu'on doit saisir. C'est une obligation. Il va falloir faire des clouds en Europe. Alors certains seront à vocation commerciale et auront pour but d'être rentables. Je me retourne à ce moment-là vers ce que disait mon collègue de Bull. Et je pense que Microsoft aura quelque chose à dire à ce sujet-là. Mais il y en a d'autres qui seront là simplement parce qu'on en a besoin, parce qu'on ne pourra pas se permettre d'avoir les données ailleurs. Alors aujourd'hui on parle de paradis fiscaux, est-ce qu'on aura des paradis informationnels, je sais pas, mais on a besoin d'avoir en Europe, en France, dans chaque pays en fait, parce que chaque pays a aussi sa propre paranoïa. Parler de quelqu'un qui est basé en Suisse. Chaque pays a besoin d'avoir des données dont il va garantir l'intégrité et la sécurité. Et ça peut même aller jusqu'à chaque entreprise. Donc oui, on a des choses à faire en France, en Europe, il faudra les faire. Donc oui, absolument. À titre personnel, en Europe, on doit le faire. Je crois qu'on est totalement d'accord. Au titre de Microsoft, nous le souhaitons aussi. Nous le souhaitons parce que
Ça répond aux besoins des entreprises, des gouvernements, des individus, des citoyens, de tout le monde. D'ailleurs, une grande partie des activités de Microsoft, on investit sur le développement de nos solutions cloud, de nos plateformes cloud à nous, y compris l'infrastructure matérielle, bien évidemment. Mais une grande partie de nos activités sont aussi des solutions de logiciels pour implémenter des clouds, que ce soit des clouds publics ou d'autres, ou des clouds totalement privés, universitaires ou entreprises. Et globalement, ça va se développer. Et on voit absolument pas non plus une consolidation globale de l'ensemble des informatiques, traitements et informations qui vont se retrouver dans 3 grands clouds, l'un Google, l'autre Microsoft et le dernier potentiellement Amazon ou quelqu'un d'autre. Il y aura des data centers, il y aura des clouds, il y aura de la fédération de solutions de cloud, parce que de toute façon, la fédération correspond à la réalité du monde, à l'économie et à la manière dont la plupart des citoyens et du gouvernement souhaitent fonctionner. Juste sur l'investissement et le financement, est-ce qu'on aura en Europe une plateforme cloud de l'ampleur de ce que fait Google ou ce que fait Microsoft aujourd'hui? Très honnêtement, j'en doute. Je le regrette, mais j'en doute parce que je vois le niveau d'investissement qui est nécessaire, le niveau d'investissement qu'on a mis dedans. Non pas que ce soit directement financé par nos autres activités, mais c'est vrai que ça demande un niveau d'investissement que peu d'acteurs peuvent faire aujourd'hui, et je ne vois pas la volonté aujourd'hui, publique ou privée, pour faire ce niveau d'investissement, et on parle de plusieurs milliards de dollars sur quelques années. Et donc c'est regrettable, mais donc globalement, il est peu probable que ça. Que l'on trouve des solutions de plus petits clouds qui se fédèrent, qui collaborent, qui fonctionnent ensemble, oui, je le pense, je le souhaite, et je pense que ça va arriver. Parfait, merci pour cette réponse. Je rappellerai quand même qu'il existe au moins un domaine européen où cette idée d'aller construire non pas du cloud, mais des calculateurs pétaflopiques a fonctionné. Et c'est ce domaine-là d'ailleurs où Bull est un acteur très, très important de ce marché-là, et où l'Europe, avec beaucoup d'efficacité, a rattrapé son retard en termes de calcul vis-à-vis de ce programme-là. Donc quand l'Europe veut, elle sait investir. Alors, peut-être pas à hauteur pour construire un cloud. Les volumes ne sont pas tout à fait les mêmes. De Google ou de Microsoft, mais en tout cas, se donner les moyens d'être dans la course mondiale au niveau du calcul scientifique. C'est un programme qui a parfaitement réussi et fonctionné. Et qui va d'ailleurs fonctionner de mieux en mieux grâce justement à l'arrivée du GPU computing, dont les promesses ne cessent de s'élargir. Le CERN fait beaucoup de choses dans ce domaine-là, et il y a plein d'autres projets scientifiques qui s'interconnectent tous les uns les autres. Justement, donc j'ai dit, non seulement il y a eu un effort pour chacun des pays, mais en plus ce sont des centres qui sont interconnectés. Donc ce sont des grilles qui sont capables justement de mutualiser avec beaucoup d'efficacité cette idée de calcul pétaflopique. Bien, des questions. Avec le micro qui va circuler dans la salle. Et ma charmante hôtesse qui a disparu. Philippe, je m'occupe d'une association de la société civile, et voire de plusieurs. Une des questions, c'est quels sont les intérêts des grands géants comme Microsoft, Sun, Bull et autres, de développer du cloud, de développer des solutions de virtualisation. Est-ce que ça améliore votre stratégie de pénétration du marché, ou est-ce que fondamentalement c'est quelque chose que vous avez subi suite aux innovations de petites sociétés comme VMware, qui ont ramené ça dans une sphère et qui a été présenté comme quelque chose de vraiment important? Des gens comme VMware ont permis de faire ce qu'on fait, c'est pas les seuls d'ailleurs, mais ce qui est intéressant d'héberger son propre cloud, surtout alors quand on est un constructeur comme Sun, ce n'est simplement rien qu'une autre façon de commercialiser les CPU qu'on vend, enfin les CPU, les serveurs. Et au lieu d'aller poser un serveur chez un client qui dans 3 ans va nous en racheter un autre pour le remplacer parce que la machine aura passé sa durée de vie, ou 5 ans ou 10 ans, comme on en voit certaines qui traînent dans des coins sans jamais tomber en panne. Ça, c'est un premier modèle. C'est un vieux modèle, hein. C'est un vieux modèle. On vous livre des choses. Et puis il y a un autre modèle maintenant qui se développe et qui est de dire on vous fournit un service. Et si on calcule bien son coût pour mettre en place le service et le coût auquel on le commercialise, et bien sur la durée de vie des systèmes, on essaye que ce soit rentable de la même façon. Donc ça permet par contre pour l'utilisateur d'avoir un modèle complètement différent de l'accès à l'information, enfin au système d'information. Dans l'ancien modèle, je devais payer d'avance quelques dizaines de milliers d'euros pour avoir une petite machine un peu performante, centaines voire plus de milliers d'euros pour acheter une grosse machine. Aujourd'hui, sans avoir à faire de dépenses initiales,
Si j'ai besoin d'effectuer un traitement lourd sur un ensemble de systèmes très complexes, je vais sortir ma carte de crédit, littéralement. Je vais m'inscrire et je vais payer quelques dizaines, quelques centaines de dollars pour avoir accès à quelques minutes sur 500 nœuds. Et ça me coûtera beaucoup moins cher à moi d'utiliser 500 nœuds pendant quelques minutes que si j'avais dû acheter 500 machines. Par contre, pour Sun ou Amazon, etc., qui a fabriqué ou acheté les 500 machines, ces quelques minutes, elles rapportent quelques dollars. Et puis, juste après, il y a quelqu'un d'autre qui utilise quelques minutes de peut-être une partie de ces machines, mais une autre personne d'une autre partie. Et donc, le coût, le revenu pour les gens qui offrent reste le même, idéalement quand on ne s'est pas trompé. La question réellement était, est-ce que pour vous c'est profitable? Car fondamentalement, pour l'instant, ce qu'on voit, c'est que c'est une évolution technologique. Pour les entreprises et les utilisateurs, c'est très profitable. D'accord, j'ai bien compris. Alors, du côté Sun, le cloud, il n'est pas commercialisé pour l'instant, donc je pourrais pas répondre. Par contre, comme je le disais tout à l'heure, il y a des infrastructures de cloud qui sont en place pour être profitables. Il faudra poser la question à Google, Amazon et à Microsoft qui répondra sans doute, peut-être, je sais pas. Voilà, donc bon. Donc, il faudra poser la question à Amazon et à Google. Par contre, il y a des clouds qui ont besoin d'être là pour d'autres raisons, comme j'en ai parlé tout à l'heure, et les universités qui mettent en place des private cloud cherchent à avoir un coût qui est raisonnable, mais leur priorité, c'est la protection des données. Donc après, l'analyse coût-bénéfice, elle est pondérée par un certain nombre de critères, qui sont pas que des critères d'argent. Tout à l'heure, quelqu'un assis exactement à cette chaise-là, je crois, disait l'argent c'est pas tout. En l'occurrence, quand il s'agit de privacy, l'argent n'est pas tout. Voilà, il y a d'autres aspects importants. Donc encore un modèle à métissage, quoi. On est dans le métissage. Peut-être pour compléter un peu la réponse, je crois que le fond du problème, c'est effectivement la profitabilité. Je l'ai dit tout à l'heure. Il est évident que si on venait devant notre board ou devant un investisseur en disant je veux investir 100 millions de dollars d'euros pour créer un data center de 40 000 mètres carrés pour ouvrir un service de cloud que je vais entièrement le data center, je vais entièrement remplir avec des serveurs. Et donc ça c'est un investissement dont le business model est peut-être un petit peu hasardeux. Alors encore une fois, il y a des grands clouds qui sont nés parce qu'il y avait un business model qui le favorisait. Je l'ai dit tout à l'heure, je le répète pas. Notre stratégie, pas forcément très différente peut-être de celle de Sun, c'est de dire finalement, ce qui nous intéresse, c'est les modèles d'usage. Et le cloud, oui, mais il faut que ce soit par rapport à des segments ou par rapport à des modèles d'usage qui soient effectivement bien identifiés et qui soient profitables. Il y en a un certain nombre en ce qui nous concerne. J'ai parlé de l'informatique de simulation. Nous, on pense qu'ouvrir un service de cloud en matière d'informatique de simulation, ce sera un service profitable. Parce qu'on a des clients qui nous le demandent, et parce que quand on pose des équations, on voit que ça doit marcher. Donc on va le faire. Il est évident qu'on ne va pas poursuivre des initiatives tous azimuts parce que c'est pas utile et surtout ce serait pas profitable. Donc ce qui me paraît vraiment important, c'est d'appliquer le modèle de cloud à des initiatives, à des modèles d'usage qui soient pertinents, sur lesquels il y a effectivement une demande clairement déterminée. Nous, on a des clients qui nous posent la question. Et sur des segments de marché où on sait qu'on peut poser les équations économiques de façon profitable. Maintenant, vous savez, il n'y a pas de réponse globale à cette question-là parce que tout dépend du type de cloud, du type de service que vous voulez créer. Alors, on n'en a pas parlé aujourd'hui, et c'est peut-être un peu tard pour expliquer ça, mais il y a différents niveaux de cloud. Vous pouvez faire un cloud un petit peu comme Amazon, c'est-à-dire finalement proposer des unités CPU, et les gens viennent travailler là-dessus. C'est un modèle d'infrastructure. Vous avez des modèles intermédiaires, peut-être celui de Microsoft, qui est celui de la plateforme, où on vient poser ses données dans une base de données, où on vient héberger son application sur un serveur d'application. Puis vous avez un modèle complètement orienté valeur finale pour le client, qui est celui de l'applicatif complètement intégré. Le meilleur modèle, c'est Salesforce. Les modèles de profitabilité de l'un ou l'autre sont complètement différents. Et il y a peut-être des modèles qui sont fondamentalement profitables, et d'autres qui sont fondamentalement non profitables. Je pense que l'avenir dira lesquels sont profitables. L'important pour les acteurs, c'est effectivement de se positionner sur des segments sur lesquels ils vont effectivement gagner de l'argent. La pire des choses, si vous deviez acheter un service de cloud, ce serait de le faire chez un acteur qui, sur le fond, ne sera pas profitable. Parce que ce qui va se passer, c'est que dans 3 ans, cet acteur disparaîtra et vous serez avec vos données et vos applications, essayer de les transférer sur autre chose. Et c'est sûrement la dernière chose que vous voulez. Juste pour compléter sur la question de profitabilité, les offres cloud de Microsoft sont construites pour être profitables et sont profitables.
Après, en plus, on a l'avantage de pouvoir bénéficier d'un certain nombre de synergies, pas tellement en termes d'infrastructure, mais plutôt en termes d'ingénierie, d'innovation et de développement entre nos différents services. Typiquement, on bénéficie de notre capacité d'exploitation et d'expérience qu'on a. Tiens, quelque chose change. De l'expérience qu'on a développée sur les services grand public de type MSN ou Messenger, et on rapatrie cette expérience pour optimiser des services plutôt à destination des entreprises. Ensuite, la question n'est pas tellement de savoir si l'offre et la plateforme cloud est profitable en tant que telle. Oui, on est construit pour le faire et on y arrive. La question est plutôt, est-ce que l'offre cloud est plus profitable ou moins profitable que d'autres types de solutions? Et là, c'est évidemment un peu plus difficile parce qu'on est dans une dynamique de marché qui est assez loin d'être évidente. Néanmoins, si je prends l'exemple de tout à l'heure sur la PME qui avait besoin de 500 nœuds pendant, c'était 5 minutes ou 1 heure, oui, enfin bref. Évidemment, si on pouvait vendre 500 serveurs à cette PME, ce serait beaucoup plus rentable que de leur louer 1 heure de temps 2 fois par an. La réalité, c'est que, en fait, la PME n'achète pas 500 serveurs. Donc, ce que permet de faire le cloud, c'est pas juste de la cannibalisation commerciale, c'est aussi de permettre des usages, de l'utilisation de moyens informatiques beaucoup plus grands qu'avant. Donc, on a un agrandissement du niveau d'usage général parce qu'on utilise des ressources. Et donc, l'équilibre économique est pas simple à trouver, mais globalement, on est à peu près convaincu en mettant à disposition des ressources que les gens ne pouvaient pas, n'avaient pas les moyens de se payer ou n'avaient pas les ressources et les compétences pour utiliser, on facilite la tâche, on donne de la flexibilité et les gens vont utiliser plus et ça développe le marché. Ensuite, dans une perspective assez transparente sur Microsoft, quand Microsoft vend un logiciel, on gagne de l'argent sur la vente de logiciels, sur les licences et sur la maintenance. Quand on offre un service cloud, on y intègre de l'allocation d'infrastructures matérielles, du service, du support. Et globalement, le volume d'activité que prend Microsoft dans la solution globale est plus importante que quand on est dans une activité pure logicielle. Et donc, globalement, on a une augmentation de revenus sur ces activités. La profitabilité n'est pas tout à fait la même, mais globalement, pour Microsoft, quand on se développe dans le cloud, on a un développement de notre profitabilité. Bien, merci. Une autre question? Oui. Ça va au fond. Oui, bonjour, Hervé Rano de Items. J'aime bien l'idée que vous avez avancée là du PPP pour un projet de cloud européen. Ceci étant, c'est quelque chose qui n'est pas forcément très facile. Je voulais savoir si vous aviez une idée derrière la tête quand vous disiez ça, parce que soit on est dans un projet peut-être très orienté recherche, peut-être comme un projet de réseau, des projets de réseau géants ou ce genre de choses, donc très dédié recherche, ou soit ça vise le marché, et je vois pas bien comment un tel projet européen ne pourrait pas subir les foudres de ses concurrents privés, que ce soit Google, Microsoft ou d'autres, s'ils sont ouverts effectivement sur des services qui normalement sont dans le champ de la concurrence. Déjà, je retiendrai que les schémas PPP sont pas forcément exceptionnels. Il y a de nombreux pays qui y sont passés. Nous-mêmes, chez Bull, on opère aujourd'hui une grosse infrastructure en Angleterre qui est purement basée sur un schéma PPP. On a créé une joint venture avec une communauté urbaine dans le nord de l'Angleterre pour héberger leur data center et pour fournir tout un ensemble de services informatiques, non seulement à la communauté, mais plus largement pour agir en tant qu'acteur sur le marché. Donc ces schémas-là existent à des degrés divers dans différents pays. Nous, bien sûr, ce qu'on dit, c'est que il faut qu'il y ait une finalité à l'investissement et que cet investissement soit en quelque sorte typé par rapport à la nature d'usage. Encore une fois, un cloud générique, j'y crois pas. Parce qu'il n'y aura pas de business model, il n'y aura pas d'accès au marché de façon très simple. En revanche, il y a effectivement, vous l'avez même suggéré, il y a effectivement des initiatives qui peuvent être prises pour créer des infrastructures qui peuvent être à l'échelle nationale ou internationale, qui peuvent être du partage d'infrastructures pour des chercheurs, pour des universités ou pour des communautés d'intérêt. Donc c'est plutôt dans ce schéma-là qu'on se situerait au niveau des propositions qu'on fait, parce qu'on a fait des propositions notamment dans le cadre du grand emprunt, où on a dit, on pense que un des éléments serait effectivement de pouvoir créer des infrastructures, de simulation ou d'autres, pour servir les besoins de certaines communautés, dont notamment des communautés scientifiques ou de recherche situées sur le territoire européen. Donc il y a effectivement une dimension qui peut être française, il y a effectivement des dimensions qui peuvent être internationales.
Moi, je voudrais juste redéfendre un peu l'idée d'un cloud générique, mais avec une perspective un peu différente. Si on construit un cloud, je vais prendre un exemple particulier, un cloud qui est spécialisé dans, on va dire, la consolidation de données de transactions commerciales, et qu'on fait ça pour le marché américain, ce qui va se passer, c'est que dans les 15 jours qui précèdent le 25 décembre et puis les 3 jours qui suivent, on a des pics d'utilisation du cloud monstrueux, puis ça s'arrête, et puis autour du 14 février, quand c'est Valentine's, on fait la même chose, repique, etc. Après, on a la même chose pour Easter, enfin pour Pâques, après on a la même chose pour... Enfin bref, on a des pics et on a des creux. Quand on a un cloud générique, on a l'avantage de pouvoir moyenner sur différents types de traitements et par différents types de population. Donc, je dis pas qu'il faut faire des clouds génériques, mais en tout cas, quand on va adresser la population cible de son cloud, il faut s'assurer qu'effectivement, on rentabilise le cloud tout le temps, et pas juste quand tout le monde a besoin de faire le même calcul au même moment, parce que là, on s'est vraiment trompé. Écoutez, Gilles, Bruno, Jacob, merci beaucoup.